Un manteau soigneusement plié, un cri sous la pluie, un rideau mal accroché. À Sainte Mildred's Bay, les silences pèsent plus lourd que les mots, et chaque tasse de thé peut cacher un drame. Miss Marple, entre broderie et souvenirs, devine ce que personne ne veut voir. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le-moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Le ciel au-dessus de Lower Heath s'était chargé d'une épaisseur sombre, comme un couvercle de plomb posé sur les toits de chaume. À l'église, le dernier tintement de la cloche du soir s'étira dans l'air saturé d'humidité, tandis que les premières gouttes heurtaient la pierre de la place. Un vent frais descendit de la lande et fit claquer les volets mal fermés. Dans les maisons, on rangeait les outils, on repliait les coussins du jardin, on resserrait les écharpes autour des cous, sans hâte, mais avec une conscience familière de ce que signifiait une averse venue de cette direction. Madame Priddy, qui observait tout depuis son perron en tricotant, plissa les yeux vers les nuages. « Une pluie froide », dit-elle à voix basse, comme lors du départ de la pauvre Jenny Lambert. Puis elle rentra chez elle en soupirant. Dans les ruelles étroites du village, chaque fenêtre s'alluma tour à tour, créant une guirlande tremblante dans la brume qui s'installait. On entendit le grincement d'un portillon mal huilé, le bruit feutré d'un chat rentrant sur les tuiles, le choc d'une bûche dans l'âtre. Personne, ce soir-là, ne prêta attention à la silhouette qui longeait les haies à pas rapides, ni au bruit d'un loquet qui céda dans le vieux moulin. La pluie s'intensifiait. Le village, replié sur lui-même, n'était plus qu'un damier d'ombre calme. Mais quelque chose rôdait, glissait dans les interstices, troublait imperceptiblement la quiétude des foyers. Et déjà, derrière le rideau d'eau, un cri attendait son heure. Chez Mrs. Tarrant, le thé était servi à l'anglaise, comme toujours. Tasses fines en porcelaine, napperons brodés, beurre salé dans une petite coupelle, et le silence feutré d'un salon où l'on savait écouter les murmures du monde. Miss Marple, assise au bord du canapé tapissé de fleurs fanées, regardait distraitement les perles de pluie glisser sur la vitre. « Voilà un temps à ne pas mettre un canard dehors », dit Mrs. Tarrant en versant un nuage de lait. Miss Marple hocha la tête, sans répondre tout de suite. Elle semblait plus préoccupée par une boucle défraîchie dans le rideau que par le commentaire météorologique. Puis soudain, cela arriva. Un son aigu, presque métallique, fendit l'air humide, comme un cri, ou peut-être un long appel. Les deux femmes figèrent leur tasse à mi-chemin. Ce n'était ni le vent, ni un chat surpris. Cela venait de plus loin, de dehors. Tarrant ouvrit de grands yeux. « Vous avez entendu ?» Miss Marple, calmement, reposa sa tasse sur sa soucoupe. « Oui, » dit-elle en réajustant son châle. « Mais ce qui m'intrigue davantage, c'est l'instant précis où cela s'est produit. » Elle tourna les yeux vers l'horloge de la cheminée. Il était exactement 6h27. 1 heure plus tard, la pluie s'était changée en une brune persistante. Le village, en alerte feutrée, s'échangeait déjà des récits. Dans le vestibule de l'église, le révérend March racontait avoir entendu un cri, venu du côté du pont, tandis qu'il verrouillait les grilles pour la nuit. Il avait alors saisi sa lanterne et parcouru le chemin jusqu'au lavoir, mais n'y avait trouvé que le ruissellement monotone de l'eau. Le facteur Nichols, quant à lui, affirma que le cri avait résonné, plus au nord, vers le vieux moulin. Il s'était arrêté net, tenant son vélo à la main, croyant d'abord à une chouette affolée. Mais aucune silhouette n'était visible, seulement la lumière pâle de Lower Heath fondue dans la brume. Chez l'épicier, Mrs. Priddy assurait, quant à elle, qu'il s'agissait d'un cri féminin. Elle en était certaine. L'intonation avait quelque chose de déchirant, vous comprenez, comme ces vieilles tragédies de théâtre de village. Elle ajouta que juste après, elle avait vu une ombre passer près de la haie de lilas, rapide comme une anguille. Chaque récit variait. Chaque souvenir s'entortillait autour d'un autre, comme ces fils de laine qu'on démêle à force de patience. Mais aucun ne disait la même chose. Et Miss Marple, attentive à ces variations, à ces infimes contradictions entre les mots et les intonations, se contentait d'écouter, notant silencieusement les imprécisions, les répétitions inutiles, les gestes nerveux. Car souvent dans les récits ordinaires se glisse une vérité que l'on ne pense pas prononcer. Tandis que le village bruissait de spéculations, Miss Marple se tenait près de la fenêtre du petit salon,
ses doigts croisés sur un tricot inachevé posé sur ses genoux. On aurait pu croire qu'elle somnolait. Mais ses yeux, d'un bleu-gris si pâle qu'il paraissait presque transparent, observaient. Elle vit une ombre passer près du vieux pommier derrière le presbytère. Rien qu'un frémissement, à peine distinct sous la pluie. Puis elle perçut un tintement, discret, métallique, comme celui d'une clochette ou d'un fermoir qui se serait détaché. Enfin, une flaque d'eau agitée, juste devant la porte de l'église, se troubla un instant, avant de redevenir parfaitement lisse. Des détails insignifiants, dirait-on. Mais Miss Marple avait appris, au fil d'années de conversation dans les salons, d'heures passées à tricoter en écoutant des récits de jeunes filles et des jérémiades de vieilles dames, que les détails jugés insignifiants sont souvent ceux qui révèlent tout. Elle ne dit rien à Madame Tarrant, encore bouleversée. Mais elle nota, mentalement, l'ordre des sons, leur origine approximative, et la façon dont le rideau avait légèrement bougé alors qu'il n'y avait aucun courant d'air. Puis elle reprit son tricot, tout en surveillant l'horloge. La pluie continuait de tomber, régulière, comme si le village entier retenait son souffle. À la nuit tombée, Miss Marple monta dans la chambre d'amis que Mrs. Tarrant lui avait réservée. Une pièce modeste mais soignée, avec un couvre-lit brodé à la main et un vase de dahlias fané sur la commode. La pluie tambourinait doucement sur les carreaux, et le feu ronronnait faiblement dans la cheminée. Elle tira les rideaux, puis s'arrêta. Dans l'obscurité mouillée, elle aperçut une silhouette, fine, emmitouflée dans un manteau sombre, avançant à pas vifs le long de la haie, vers le bois. Elle marchait courbée, mais avec une détermination visible, les bras croisés contre elle-même. Miss Marple resta immobile, la main sur le rideau. Elle ne reconnut pas la personne. Mais quelque chose dans sa posture, dans cette façon de se mouvoir sans hésitation dans l'obscurité, éveilla une alarme intérieure. Pas de parapluie, pas de lampe, pas d'hésitation. Elle jeta un œil à la pendule posée sur la table de chevet. 9h16. La silhouette disparut dans l'ombre des arbres. Le jardin retrouva son silence. Miss Marple referma les rideaux, croisa les bras. Elle resta là un long moment, debout, les yeux fermés. Puis, à voix basse, elle murmura simplement. Quelqu'un savait exactement où il allait. Et quelque part dans l'obscurité trempée, le mystère venait de franchir un seuil. Le jour s'était levé sur Lower Heath avec la pâleur résignée d'un ciel encore engourdi. La pluie de la veille avait laissé la terre gorgée d'eau, les herbes couchées et les haies dégoulinantes. Le jardinier du presbytère, M. Pendle, homme de peu de mots mais de gestes précis, marchait le long du chemin qui descendait vers le vieux pont. C'était un rituel immuable où la mousse verte dissimulait les échardes, pendait un manteau détrempé. De coupe féminine, en laine bleu nuit, le col relevé contre le vent. Une des manches goûtait encore lentement. Miss Pendle tendit la main, hésita, puis toucha l'étoffe. Froide, lourde. Il tourna lentement les yeux vers le sentier qui s'enfonçait dans les arbres. Rien, si ce n'est le silence des matins trop calmes. Il ôta sa casquette, se gratta la tempe et remonta le chemin sans presser le pas, mais avec cette lenteur calculée des gens du village quand ils sentent que quelque chose ne va pas. Le manteau n'avait pas été jeté, il avait été posé. Et cela, chez quelqu'un comme M. Pendle, suffisait à éveiller les plus anciennes inquiétudes. L'objet n'eut pas besoin d'être transporté bien loin. En apprenant sa découverte, Madame Catriona Dane, toujours vêtue de ses robes droites et austères, reconnut immédiatement le manteau. « C'est celui d'Éléanore », dit-elle sans vaciller, en pinçant les lèvres. Elle tendit la main, effleura l'étoffe avec un soin presque affectueux, comme si elle époussetait une pensée gênante. Miss Marple, présente dans le vestibule, observa le geste. Aucun tremblement, aucune surprise. Seulement une tension, brève, dans le coin de la bouche. « Elle ne l'avait pas sur elle lorsqu'elle est partie ?» demanda poliment Mrs. Tarrant. La tante hocha lentement la tête. « Non. Elle a quitté la maison hier en fin d'après-midi, sans rien dire de précis. » La phrase semblait toute faite, répétée mentalement, préparée à l'avance.
Et pourtant, quelque chose sonnait creux. Un mot trop rapide, un regard trop long vers le sol. Miss Marple, les mains croisées sur son sac, ne dit rien. Mais dans son esprit, la pluie d'hier soir commençait à s'imbiber d'une autre couleur. Le fiancé d'Eleanor, Thomas Cleave, fut convoqué dans la matinée. Grand, nerveux, encore vêtu de son manteau militaire un peu usé, il paraissait plus irrité qu'inquiet. « Eleanor a besoin d'air, c'est tout », déclara-t-il d'emblée, en croisant les bras. Elle n'en pouvait plus de cette atmosphère étouffante, ici. Il lança un regard en coin à la tante, qui ne répondit rien, le visage figé comme une cire froide. « Nous avons eu une discussion animée, je l'admets, la veille. Mais rien de dramatique. Elle voulait partir à Londres, vous savez. Rejoindre une sorte d'agence d'intérim. » Il haussa les épaules, comme pour se décharger d'une responsabilité gênante. Miss Marple leva les yeux de son tricot. « Sans même prendre de bagages ?» demanda-t-elle doucement. Thomas fronça les sourcils. Elle avait peut-être déposé quelque chose à la gare plus tôt. Je ne sais pas. Elle était vive, parfois, impulsive. Mais sa voix fléchissait, et son pied tapotait nerveusement contre le tapis élimé de l'entrée. Madame Dane, de son côté, gardait le silence. Un silence presque lourd, comme un couvercle posé sur une bouilloire en ébullition. Miss Marple observa les deux visages. Le jeune homme agité, les joues légèrement rouges, et la tante, plus pâle que jamais, serrant entre ses doigts un mouchoir blanc pourtant inutilisé. Leur désaccord était visible. Mais dans les silences de chacun, il manquait une vérité que nul ne semblait vouloir prononcer. Et Miss Marple savait que les départs précipités, dans les villages comme Lower Heath, laissaient rarement derrière eux un manteau plié avec soin. Le manteau avait été posé, non abandonné. Miss Marple, restée un moment seule dans le vestibule, s'approcha du porte-manteau où l'objet détrempé avait été suspendu pour sécher. Elle effleura la laine, encore lourde d'humidité, puis s'attarda sur les plis, le col retourné avec soin, la petite broche en perles fixée près de la boutonnière. Un détail l'intrigua. L'absence de boue éclaboussée sur le bas du vêtement. La pluie avait été forte, la terre meuble, mais ce manteau, lui, semblait avoir été protégé, porté un court instant seulement. Elle recula d'un pas. Dans son esprit se forma une première ligne, légère, presque invisible, comme la première couture d'un motif à venir. Elle regarda l'horloge. 11h05, puis reprit son tricot, en silence. Mais déjà, la pelote de mensonges commençait à se dévider. En quittant la maison des Dane, Miss Marple remercia poliment, déclina un biscuit trop sec et jeta un dernier coup d'œil discret à la véranda. C'est alors qu'elle les vit. Une paire de bottes, bien rangées sur le paillasson, propres, sèches, cirées. Des bottes d'Eleanor, elle en était certaine, pour les avoir vues porter quelques jours plus tôt lors d'une promenade avec Mrs. Tarrant. Elle fronça à peine les sourcils. Une jeune femme quittant précipitamment la maison sous la pluie aurait-elle oublié ses bottes? Ou bien les aurait-elle soigneusement replacées là, avant de disparaître pieds nus dans la nuit détrempée? La logique ne collait pas. Miss Marple, en resserrant son châle, descendit les marches du perron. Intuition froide s'installa dans sa poitrine. Eleanor n'était peut-être jamais partie du tout. Le thé de l'après-midi chez Mrs. Tarrant était, comme toujours, une affaire sérieuse. La nappe à carreaux avait été repassée avec soin. Les petites cuillères en argent alignées au cordeau et une tarte à la rhubarbe trônaient au centre du plateau. Miss Marple, en bonne invitée, accepta une part. Elle en prit une bouchée, mâcha lentement, et fronça imperceptiblement les sourcils. La tarte était trop acide, sensiblement plus qu'à l'accoutumée. Madame Tarrant, excellente cuisinière, mesurait toujours le sucre avec une précision quasi mathématique. Cette variation soudaine ne pouvait être que volontaire, ou trahir une nervosité inhabituelle. Miss Marple posa sa fourchette avec douceur. « Une recette revisitée, dear ?» demanda-t-elle en toute innocence. Madame Tarrant, qui versait le thé, répondit trop vite. « Oh, peut-être un peu de cassonade oubliée. » Mais ses mains trahissaient une légère tension. La théière trembla contre la tasse. Une goutte déborda. Dans les villages,
Les émotions ne s'expriment pas toujours par des cris. Souvent, elles se glissent dans une tarte trop acide, une couture lâchée ou un rideau tiré trop tôt. Et aujourd'hui, la rhubarbe disait plus que les mots. Le salon de Madame Tarrant ne tarda pas à se remplir de quelques habitués. Il en allait ainsi les jours gris. Le thé appelait les commérages, et les chaises s'alignaient comme par habitude autour du feu. Madame Priddy fut la première à évoquer la disparition d'Eleanor, à mi-voix, comme si le simple fait d'en parler risquait de faire apparaître un fantôme. « Elle n'était pas heureuse, cette pauvre fille », murmura-t-elle en soufflant sur sa tasse. « Toujours l'air ailleurs. Sa tante lui faisait la vie dure, je vous le dis. » Madame Larkins, veuve du boucher, hocha lentement la tête. Elle disait peu, mais on sentait qu'elle étouffait dans cette maison. Toujours enfermée, jamais d'amis. Miss Marple, les mains posées sagement sur ses genoux, écoutait sans intervenir. Mais elle observait les inflexions, les hésitations, les regards échangés. Une autre voisine, plus jeune, osa. Elle voyait ce Thomas, non? Il est beau garçon, mais un peu nerveux, je trouve. Le nom fut suivi d'un silence, puis d'un soupir collectif. Dans le miroir au-dessus de la cheminée, Miss Marple aperçut le reflet d'une main qui serrait un mouchoir trop fort. Mrs. Tarrant. Elle savait que dans les maisons bien rangées, les langues se délient rarement seules. Il faut du thé, une pluie persistante et une disparition. La conversation avait baissé d'un ton, comme si le sujet pesait sur la porcelaine. C'est alors que Mrs. Tarrant, après un instant d'hésitation, prit la parole, les yeux fixés sur la théière vide. « Il y a quelque chose que je n'ai pas dit à la police, pas encore du moins. » Toutes se turent aussitôt. Eleanor m'a demandé, la semaine dernière, si je pouvais poster une lettre pour elle. Elle disait ne pas vouloir passer devant chez elle avec l'enveloppe. Elle m'a confié cela en toute discrétion, un matin, ici même. Miss Marple se pencha légèrement. « Vous l'avez postée ?» Mrs. Tarrant hocha la tête. « Bien sûr. » Elle n'avait pas d'adresse apparente, juste une initiale, M, et une boîte postale à Londres. Les femmes échangèrent des regards troublés. « Une relation secrète ?» suggéra Mrs. Priddy avec un petit claquement de langue. Mais Miss Marple, elle, songeait à autre chose. Elle se souvenait d'un cas à Dorking où une jeune fille avait usé du même procédé pour contacter une agence de placement, échappant à la surveillance familiale. Elle s'abstint de parler. Car les lettres sans nom sont souvent les plus éloquentes. Madame Larkins, après un silence calculé, posa sa tasse avec un petit bruit sec. « Et ce Jevons, le jardinier des Dane, on en parle ?» Les regards convergèrent. Mr. Jevons était un homme taciturne, presque muet depuis une chute survenue des années plus tôt. Il travaillait avec régularité, ne parlait que rarement, mais son silence même en faisait une figure troublante. « Je l'ai vu près du vieux pont, la veille du cri, » dit-elle d'un ton plus bas. Il regardait l'eau couler. En pleine pluie. C'est tout de même étrange, vous ne trouvez pas? Mrs. Priddy ajouta. Il est toujours là, à traîner, à écouter sans en avoir l'air. Miss Marple, pensive, se souvenait d'avoir croisé M. Jevons avec un panier rempli de bruyères et une vieille paire de gants rapiécés. Un homme discret, oui, mais pas invisible. Et parfois, ceux qui parlent le moins voient le plus. Elle nota dans un coin de son esprit qu'il faudrait reparler à M. Jevons. Et peut-être l'écouter, justement parce qu'il ne dit rien. La conversation s'était à nouveau apaisée. Le feu crépitait doucement, et Mrs. Tarrant s'apprêtait à retirer le plateau du thé. C'est alors que Miss Marple, d'un ton parfaitement neutre, lança « C'est curieux tout de même, que Mrs. Dane n'ait jamais voulu allumer le feu dans la chambre d'Eleanor, sur le salon. » Mrs. Priddy haussa les sourcils. « Vraiment? Je croyais cette pièce toujours glaciale. On disait que la cheminée y était bouchée. »« Non, non, » répondit Mrs. Tarrant d'une voix blanche. Elle fonctionnait très bien. Une tension légère, presque imperceptible, s'installa. Mrs. Tarrant sembla regretter ces mots aussitôt prononcés. Miss Marple reprit son tricot, les yeux baissés. Une maille en droit, une maille en vert. Une pièce froide. Une pièce fermée. Une cheminée inutilisée. Cela pouvait être un caprice,
ou un symbole. Dans les maisons anciennes, le froid n'est pas toujours une question de température. Parfois, il sert à faire taire une voix qu'on ne veut plus entendre. Thomas Cleave avait été convoqué par l'inspecteur Cole dès la première heure. Il arrive au presbytère avec son éternelle veste militaire élimée, le col relevé, les mains dans les poches. Son allure semblait volontairement négligée, comme s'il avait voulu prouver qu'il avait autre chose en tête que la disparition d'une jeune femme. Il s'assit sans attendre qu'on l'y invite et répondit d'une voix sèche à la première question. Eleanor est partie de son plein gré. Un silence tomba. Il continua plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Elle étouffait ici, entre cette maison sombre et cette tente toujours derrière elle. Elle rêvait de Londres, d'indépendance. Peut-être que j'ai été un peu dur avec elle la dernière fois. Mais ça ne veut rien dire. Elle est du genre à claquer la porte. Miss Marple, présente discrètement dans un fauteuil près de la fenêtre, leva à peine les yeux de son tricot. Mais elle avait noté la crispation du jeune homme en prononçant le mot « claquer ». « Et vous n'avez eu aucun signe depuis » demanda poliment l'inspecteur. Thomas haussa les épaules. Aucune nouvelle. Mais je parie qu'elle se moque bien du remue-ménage. Il parlait vite, trop vite. Ses mains serraient les accoudoirs. Miss Marple s'intéressait rarement à ce que les gens disaient, mais toujours à ce qu'ils ne disaient pas. Et à cet instant, Thomas semblait lutter plus contre lui-même que contre l'opinion publique. Dans le couloir, l'horloge sonna 9 heures, et un silence, plus lourd que le précédent, se posa dans la pièce. Miss Marple ne posait que rarement des questions directes. Elle préférait les silences polis, les visites de courtoisie et les petits détails négligés. Ce matin-là, elle fut conviée par le révérend Marsh à prendre un thé rapide au presbytère. Alors qu'elle attendait dans l'entrée, elle promena ses yeux sur les lieux. La patère au crochet lâche, le vase de glaïeul un peu fané, le tapis élimé devant la porte. Mais c'est un détail au sol qui la fit s'arrêter. Une paire de chaussures de marche, bien cirées, soigneusement alignées sous le banc. Les chaussures d'Eleanor. Miss Marple les reconnaissait pour les avoir déjà vues lors d'un service dominical, assorties à un manteau prune et à une écharpe de laine pâle. Elle se pencha légèrement. Aucune trace de boue, aucun éclat de gravier, pas même une tache d'herbe. Elle n'avait pas été portée récemment. Elle redressa les épaules, comme si le simple fait d'observer ce détail avait alourdi l'air. Si Eleanor avait fui sous la pluie, pourquoi avoir laissé là ses chaussures les plus adaptées? Et pourquoi les ranger si méticuleusement? Le genre de soin qu'on prend lorsqu'on ne prévoit pas de les reprendre. Miss Marple se contenta de lisser son gant, pensive. Et dans un coin de son esprit, une idée se mit à germer. Mrs. Catriona Dane reçut Miss Marple dans le petit salon aux lourdes tentures brunes. Le feu n'était pas allumé, bien qu'un froid humide s'insinuât par les murs de pierre. La tante d'Eleanor tricotait en silence lorsqu'on entra. Elle leva à peine les yeux. « Aucune nouvelle », dit-elle sans qu'on ait posé la question. Mais je ne suis pas surprise. Elle est instable, ma nièce. Toujours dans les nuages. Miss Marple s'assit lentement, en prenant soin de poser son sac sur ses genoux. Elle a de l'imagination, c'est certain, répondit-elle doucement. Mais il est rare qu'une jeune femme disparaisse ainsi sans prévenir personne. Madame Dane haussa à peine les épaules. Elle a dû partir réfléchir. Elle reviendra quand elle aura compris que la vie n'est pas faite de rêveries. Elle enchaîna une maille avec un geste sec. Le fil semblait trop tendu. Miss Marple observa la pièce. Rien ne semblait avoir changé. Pas de tasse oubliée, pas de livre posé à l'envers, pas de présence laissée en suspens. La chambre d'Eleanor, apprit-elle, était restée fermée, comme si la tante n'attendait pas de retour. Le cliquetis régulier des aiguilles à tricoter remplit l'espace, un rythme presque ganté. Une femme qui attend n'a jamais ce genre de silence. Dans les jours qui suivirent, la disparition d'Eleanor devint le sujet inévitable de toutes les conversations à Lower Heath. À la boutique de journaux, chez l'épicier, même à la sortie de la messe, chacun y allait de sa théorie. « Une fugue romantique, j'en suis sûr », affirma Madame Priddy. « Les jeunes, aujourd'hui… » « Un malentendu, » murmura le pharmacien. « Un mot de trop, un moment de faiblesse. » Mais Miss Marple, qui écoutait les bruits comme on écoute les silences,
notait autre chose. Ce que les gens ne disaient pas. Personne ne parlait du regard étrange de Madame Dane, ni de la tension dans les traits de Thomas, ni du jardinier silencieux qui tournait autour de la maison comme un chien inquiet. Elle s'attarda longuement, ce matin-là, devant le portail de la maison Dane. Les rosiers y avaient été taillés de frais, trop de frais, une taille violente, comme si l'on avait voulu effacer quelque chose. Le facteur passa et salua poliment. Il remarqua le regard fixe de Miss Marple. « Vous attendez du courrier, madame ?» Elle sourit. « Non, je regarde simplement ce qui a été enlevé. » Car dans ce village si prompt à combler le vide par des mots, l'absence d'Elénor semblait trop bien acceptée. Ce fut par un après-midi nuageux, en sortant d'un office discret, que Miss Marple accompagna le révérend March sur le sentier menant à la petite haie derrière l'église. Son chien, un vieux labrador nommé Hodge, les suivait avec lenteur, reniflant chaque touffe d'herbe comme s'il cherchait une pensée oubliée. Puis, sans prévenir, il s'arrêta net. Il gratta le sol d'un coup de patte maladroit, fit un petit bruit guttural et renifla plus intensément. Le pasteur s'approcha. Un os de poulet, probablement. Mais Miss Marple, elle, s'était penchée. Dans la terre noire, entre deux racines, dépassait un coin de tissu, bleu, froissé, humide. Elle écarta doucement la terre, révélant un pan de foulard. Une broderie discrète y était visible. Une initiale, à moitié effacée. E. Le pasteur pâlit légèrement. Mon Dieu, Miss Marple ne dit rien. Elle releva les yeux vers le ciel, d'un gris lavé. La pluie menaçait encore. Et dans ce coin de terre trop meuble, un secret venait peut-être de se mettre à remonter. Le foulard, une fois retiré du sol, laissa échapper une odeur de terre mouillée et de lavande fanée. Le tissu était délicat, de ceux que l'on n'achète pas dans les boutiques du village. Une étoffe fine, brodée d'un « E » presque effacé, marqué par une tache sombre et sèche à l'un des coins. Hodge, le vieux labrador du pasteur, trottinait encore autour du massif, visiblement satisfait de sa trouvaille. Le révérend March, troublé, s'était éloigné, prétextant devoir prévenir les autorités. Miss Marple, elle, était restée. Accroupie, sans se soucier de l'humidité de l'herbe, elle observait le sol. Le foulard n'avait pas été simplement perdu. Il avait été enfoncé, tassé sous les feuilles, comme s'il fallait le faire disparaître sans creuser. Elle se releva, frottant doucement ses genoux. Ses yeux se tournèrent vers le sentier en contrebas, là où les broussailles reprenaient leur droit depuis la fermeture du vieux moulin. Un lieu que les enfants du village n'approchaient plus. Un lieu où l'on n'allait que pour ne pas être vu. Le foulard avait parlé, et il pointait désormais dans une direction bien précise. Le vieux sentier, le moulin, et peut-être la vérité. La nouvelle s'était répandue comme le feu dans une meule sèche. Bientôt, une petite procession silencieuse s'engagea sur le sentier du vieux moulin. L'inspecteur Cole, le docteur Renard, quelques agents et 2 ou 3 figures du village qui s'étaient invitées à demi-mot. Miss Marple suivait à distance, le regard voilé. Il ne marchait pas vite. Le chemin était détrempé, les pierres glissantes, et chaque pas semblait lesté d'une appréhension sourde. Ce fut l'agent Bellamy qui, le premier, s'arrêta net. Sous un tapis de feuilles humides, juste à l'orée du mur effondré du moulin, dépassait une forme. D'abord floue, indistincte, comme si elle faisait partie du paysage. Puis, en écartant les branches, la vision s'imposa. Un corps. Allongé sur le côté, en position fétale, recouvert de branchages, de mousse, de feuilles mortes. Le manteau était reconnaissable. La jupe aussi. Et le visage, bien qu'en partie dissimulé par une mèche collée par l'humidité, ne laissait guère de doute. Eleanor Dane. Le docteur s'approcha, s'agenouilla, observa sans toucher. Blessure à la tempe droite. Nette, pas de chute accidentelle. L'inspecteur serra les mâchoires. Miss Marple ne parlait toujours pas. Mais son regard allait d'un point à l'autre. La disposition du corps, les plis du tissu, les traces à peine visibles dans la boue. Tout avait été organisé. Les feuilles. Le silence s'était épaissi autour du moulin. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Seul le frôlement des bottes sur l'humus détrempé ponctuait les minutes. Miss Marple s'était approchée sans bruit.
Tandis que l'inspecteur s'entretenait avec le médecin, elle s'accroupit à distance du corps, son regard balayant les moindres détails. Le manteau était soigneusement boutonné, trop soigneusement. Les plis formaient une symétrie étrange, presque géométrique, comme si on avait voulu donner au corps une apparence de repos. Le col relevé dissimulait partiellement l'impact à la tempe. Une coquetterie ou une précaution? Mais ce fut l'absence qui l'intrigua. Absence de lutte, d'objets renversés, de brindilles accrochées aux manches. Eleanor semblait s'être allongée là d'elle-même. Et pourtant, le médecin avait été formel. C'était un coup, pas un suicide, pas un accident. Elle observa aussi les pieds, légèrement décalés, comme si le corps avait été déplacé puis remis en place. Miss Marple fronça doucement les sourcils. Dans les intérieurs bien tenus, une nappe trop bien repassée trahit souvent une tache qu'on a voulu masquer. Ici, la scène semblait avoir été repassée à même la forêt. Mais quelque chose dépassait du tissu. Une erreur, une main trop pressée, et Miss Marple se jura de la retrouver. L'inspecteur Cole, un homme au geste brusque et au verbe direct, prit immédiatement les choses en main. Il fit dégager les badauds, plaça 2 agents à l'entrée du sentier et commanda qu'on prenne des photographies, avant que tout ce maudit sol ne soit encore plus détrempé. Il interrogea brièvement le médecin, puis se tourna vers Miss Marple, qu'il salua avec une civilité teintée de condescendance. « Triste affaire, madame. Mais au moins, nous savons à quoi nous avons affaire. Crime passionnel. Je suppose que vous pensiez la même chose. » Elle leva un sourcil très légèrement. Les crimes passionnels sont rarement aussi ordonnés. Mais Cole ne releva pas. Il s'enquit aussitôt de Thomas Cleave. Il était le dernier à l'avoir vu. Il y avait une dispute, dit-on. Il est jeune, impulsif. Le genre à faire une bêtise et à paniquer. Miss Marple replia soigneusement ses gants dans son sac. L'inspecteur continuait, déjà sûr de sa piste, citant des motifs, des statistiques, des précédents. Mais elle savait, elle, que les crimes du cœur n'étaient pas toujours le fait des amants. Parfois, ils venaient d'un endroit plus obscur encore. Et pendant que Cole parlait, elle fixait un détail sur la manche d'Eleanor. Un fil tiré, rouge, inattendu. Comme pour sceller le drame, la pluie reprit. Fine d'abord, puis plus insistante. Les agents s'empressèrent de tendre des bâches, de marquer les empreintes à la hâte, tandis que les feuilles détrempées redevenaient une boue molle. Miss Marple s'était reculée, debout près d'un vieux muret moussu. Elle levait les yeux vers le ciel, son visage calme, presque absent. Les gouttes effaçaient déjà les traces laissées sur le sentier. Une empreinte partiellement visible disparut sous ses yeux. Un fil de laine s'envola dans une flaque et s'effondra, sans forme. L'inspecteur Cole grognait. « Fichu temps! On n'aurait bientôt plus rien. » Mais Miss Marple, elle, savait que ce n'était pas la pluie qui faisait disparaître les preuves. C'était l'oubli volontaire, le rangement hâtif, le silence. Le genre de silence qui suit un cri qu'on refuse d'avoir entendu. Dans sa mémoire, elle rassembla les éléments. Le foulard caché, les bottes bien rangées, les plis du manteau, le rideau jamais ouvert dans la chambre, le mot instable prononcé trop souvent. La pluie tombait plus fort, mais dans l'esprit de Miss Marple, une ligne se dessinait. Et la vérité, elle le savait, ne craint pas d'être mouillée. L'inspecteur Cole, bloc-notes en main, était revenu à la maison des Dane en fin de matinée. Il demanda à parler à Madame Catriona Dane, seule cette fois, sans la présence de Miss Marple ni du docteur. La tante d'Eleanor, comme toujours, était impeccable. Robe sombre, cheveux tirés, lèvres pâles. Elle offrait une image de dignité légèrement fanée, à peine ternie par les événements. « Ma nièce, dit-elle d'un ton sec, souffrait depuis longtemps d'instabilité émotionnelle. Elle avait des absences, des changements d'humeur inexplicables. Je craignais pour son équilibre. Elle disait cela avec un calme presque clinique, sans l'ombre d'un frémissement. Vous n'aviez pas remarqué de comportements inhabituels ces derniers jours? Elle était tendue, mais cela ne différait guère de son attitude habituelle. Très émotive, vous savez. Cole nota, hocha la tête. Miss Marple, dans le salon voisin, entendait les bribes. Et ce qui la frappa n'était pas tant ce que disait Mrs. Dane,
mais le ton avec lequel elle le disait. L'absence d'inquiétude véritable. Une femme affectée pleure, cherche les mots, détourne les yeux. Madame Dane, elle, semblait presque soulagée. Et dans les plis bien repassés de sa pas sans qu'on ait voulu l'obtenir. Thomas Cleave avait été convoqué à la mairie du village. Il s'y présenta nerveux, les cheveux en bataille, une cigarette à moitié consumée entre les doigts. L'inspecteur Cole, peu enclin à la patience, attaqua d'emblée. « Vous avez eu une dispute avec Eleanor la veille de sa disparition. » Thomas acquiesça. « Une violente, oui. Mais ce n'est pas un crime de se disputer. »« Où étiez-vous ce soir-là, après 6 heures ?»« Chez moi. Je suis resté dans ma chambre. Je n'ai vu personne. »« Et pourtant, » intervint l'agent Bellamy, « Mrs. Preedy affirme vous avoir vu sortir du bois, trempé, aux environs de 7 heures. » Le jeune homme se figea. « Elle ment. Ou elle se trompe. Je n'ai pas quitté la maison. » Miss Marple, assise à l'écart comme simple observatrice, remarqua la crispation dans la mâchoire de Thomas, ses doigts qui froissaient inconsciemment le mouchoir dans sa poche. « Peut-être avez-vous voulu la suivre » suggéra doucement Cole. « Pour la faire changer d'avis. » Et les choses ont mal tourné. Thomas se leva brusquement. Je ne lui aurais jamais fait de mal, mais le ton était trop fort, trop brutal, et la colère trop vite allumée. Miss Marple connaissait les hommes vifs, mais elle connaissait mieux encore les hommes qui se battent avec leurs propres remords. L'interrogatoire de M. Jevons fut particulier. Depuis son accident survenu des années plus tôt, le vieux jardinier n'avait plus prononcé un mot. Il s'exprimait par gestes, par grognements parfois, et par ses yeux, d'un bleu délavé, étrangement expressif. L'inspecteur Cole s'agaçait de cette difficulté. « Pouvez-vous simplement hocher la tête? Étiez-vous près du vieux pont cette nuit-là » Jevons hésita, puis secoua lentement la tête. « Non. » « Avez-vous vu ou entendu quelque chose d'inhabituel » Il leva une main tremblante, montra le ciel, puis fit un geste de croix maladroit sur son torse. « De la pluie. Et du silence » tenta Miss Marple. Le jardinier inclina doucement la tête, comme s'il validait l'interprétation. Mais ce que Miss Marple notait surtout, c'était son attitude. Il évitait de croiser le regard de Madame Dane. Lorsqu'elle entra brièvement dans la pièce pour demander une théière, il se détourna aussitôt, crispant les épaules. Dans sa poche, un petit bout de fil dépassait. Il jouait nerveusement avec, l'enroulant autour de son index. Miss Marple s'en approcha doucement, posa la main sur la table. « Vous aimez le travail bien fait, n'est-ce pas, Monsieur Jevons ?» Il ne répondit pas, mais serra le fil si fort que son doigt en blanchit. Et elle se dit que cet homme silencieux savait peut-être bien plus qu'il ne pouvait le dire. Madame Preedy, solidement campée dans sa chaise à bascule, accueillit les enquêteurs avec le plaisir dissimulé de celle qui aime être au centre des rumeurs. Elle avait préparé un plateau de biscuits secs, qu'elle disposait avec une lenteur calculée. « J'ai vu beaucoup de choses, moi, cette nuit-là. Beaucoup. »« Comme quoi, précisément ?» demanda Cole, carnet en main. « Des cris. Enfin, un cri, juste après 6 heures. Et une porte qui claque chez les Dane, puis une silhouette, fine, courant vers le bois. Et plus tard, j'ai bien vu M. Cleave ressortir, trempé jusqu'aux os. Et vous êtes certaine de l'heure » Mrs. Preedy se tortilla. « Peut-être 6 heures. Ou 7. Il pleuvait, voyez-vous. » Miss Marple, qui l'avait connue enfant, savait qu'elle aimait exagérer, enjoliver, gommer ses erreurs à coups de souvenirs flous. Et surtout, elle remarquait que les détails changeaient à chaque récit. L'heure, le vêtement, même la direction de la silhouette. « Et vous avez entendu la porte claquer par-dessus la pluie ?» Mrs. Preedy fronça les sourcils, puis ajouta. « Les vieux entendent mieux que vous ne croyez, chère. » Mais son ton s'effrita. Un instant plus tard, elle demandait si on voulait encore du thé. Miss Marple refusa poliment. Ce qu'elle voulait désormais, c'était du silence. Celui qui révèle quand les mots commencent à s'effondrer. De retour chez Mrs. Tarrant, Miss Marple demanda, presque en passant, à revoir le manteau d'Eleanor. Elle le prit délicatement, le déposa sur la table
et examina la boutonnière supérieure. À première vue, rien de remarquable. Mais en y regardant de plus près, le fil utilisé pour la reprise ne correspondait pas. Trop épais, d'un rouge brique qui jurait à peine, mais assez pour troubler un œil exercé. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Ce fil ne vient pas d'ici. » Elle connaissait bien les habitudes de couture du village. Mrs. Dane utilisait toujours du fil gris perle, acheté chez Gilmore et Fils. Et ce point-là était maladroit, fait à la hâte. Elle retourna le manteau, boutonnière. Sauf s'il avait tenté de réparer une preuve. Miss Marple se redressa, pensive. Le fil, ce simple détail domestique, devenait un fil conducteur. Et elle savait, désormais, qu'il fallait le suivre jusqu'au bout. Le manteau avait été déposé sur une chaise de la véranda, séchant lentement depuis son retour de l'enquête. À première vue, il n'avait rien de remarquable. Une coupe modeste, une laine de bonne qualité, légèrement usée au poignet. Mais Miss Marple, sous prétexte d'inspecter une couture effilochée, s'approcha avec l'œil d'une brodeuse aguerrie. C'était la boutonnière du haut qui attira son attention. Un point maladroit, mal serré, exécuté à la hâte. Le fil, d'un rouge brique tirant sur le rouille, ne convenait pas au tissu bleu foncé. Elle le toucha du bout du doigt. Rugueux, rêche, irrégulier. Ce n'était pas l'ouvrage d'Eleanor, encore moins celui de Mrs. Dane. La tante, d'un tempérament rigide, avait toujours cousu avec une exactitude maniaque, utilisant du fil assorti, rangé dans une boîte compartimentée. Ce travail-ci trahissait une précipitation et une main malhabile. Miss Marple pensa au fil serré entre les doigts de M. Jevons. Le jardinier n'aurait pas cousu cela sans raison, à moins qu'il n'ait tenté de réparer une déchirure ou de dissimuler quelque chose. Elle soupesa le manteau, observa la boutonnière une seconde fois. Elle ne tenait pas, comme une vérité trop vite rapiécée. Et si ce manteau n'avait pas été porté, mais mis en scène? Quelques jours plus tard, Miss Marple rendit une visite prétextuelle à Mrs. Dane, sous couvert d'apporter un panier de pommes de son jardin. La tante la reçut avec sa politesse figée habituelle, mais l'invita néanmoins à entrer. Elles échangèrent quelques banalités dans le salon, puis Miss Marple demanda, avec la naïveté bien rodée dont elle savait faire usage, si elle pouvait revoir la chambre d'Eleanor, par souvenir de la disposition si particulière des lieux. Mrs. Dane hésita, mais finit par céder. La chambre était propre, ordonnée, presque figée, mais ce fut un détail discret qui éveilla l'attention de Miss Marple. Le rideau gauche de la fenêtre pendait légèrement de travers. Le crochet supérieur, tordu, ne correspondait plus à la symétrie de l'ensemble. Elle s'approcha, comme par désœuvrement, et observa les plis. Ils avaient été replacés, mais dans le désordre. Un rideau défait, puis raccroché à la hâte. Pourquoi retirer un rideau? Pour regarder sans être vu. Pour observer discrètement ce qui se passait dans la rue, ou près du vieux pont. Et qui, dans cette maison, aurait eu une raison d'espionner Eleanor, ou de guetter un départ? Miss Marple redressa le rideau d'un geste léger, puis se retourna vers Mrs. Dane, toujours droite, les doigts crispés sur un mouchoir immaculé. Le silence qui suivit ne dura qu'une seconde. Mais c'était assez pour qu'une faille se forme. Alors qu'elle quittait la chambre, Miss Marple s'attarda une dernière fois devant la fenêtre. Un motif floral brodé décorait l'ourlet du rideau. Des petites pensées violettes, cousues à la main, dans un style ancien. Une touche délicate hors de mode, mais étrangement familière. Cela réveilla en elle un souvenir. Lointain mais précis. Des années plus tôt, dans un autre village, une jeune fille avait brodé ce même motif sur un mouchoir. Une couturière talentueuse, effacée, malmenée par une famille autoritaire. Elle avait cousu ses pensées pour sa mère malade, puis avait disparu après une histoire mal digérée de jalousie. Un prétendant commun, des lettres interceptées, un silence imposé. Le souvenir avait sombré dans la mémoire collective. On disait qu'elle avait eu des idées. Une expression vague, commode, qui taisait les vérités embarrassantes. Miss Marple, elle, n'avait jamais oublié. La broderie du rideau, bien trop soignée pour être anodine,
Était-elle l'œuvre d'Eleanor, ou d'une main plus ancienne, qui avait transmis ses motifs avec ses silences? Elle descendit lentement l'escalier. Dans les maisons où l'on ne parle pas de certaines choses, ce sont les objets, un motif cousu, un rideau déplacé, une couture maladroite, qui finissent par tout raconter. Et parfois, une broderie oubliée murmure une vérité que l'on croyait enterrée. Miss Marple, assise dans le jardin de Mrs. Tarrant, repassait les éléments les uns après les autres. Le cri sous la pluie, le manteau soigneusement déposé, la fenêtre entr'ouverte, le rideau replacé à la hâte, le foulard enterré. Et maintenant, la boutonnière rapiécée à contre-fil. Tout cela dessinait une image, mais pas celle que l'on voulait faire croire. Le cri d'abord. Il avait été entendu par plusieurs, mais jamais localisé. Un cri santé saine, non abandonné dans la panique, mais placé avec soin pour créer une illusion de fuite. Le rideau, arraché puis remis de travers, parlait d'une tentative d'espionnage. Et la couture, bâclée, montrait une panique froide, une main peu experte. Rien de tout cela n'était le fruit du hasard. C'était un décor, un théâtre. Mais pour qui? Et dans quel but? Miss Marple posa ses aiguilles sur ses genoux. Elle n'avait pas encore toutes les réponses. Mais elle savait désormais que la vérité ne se trouvait pas dans les cris, mais dans les silences. Et quelqu'un, dans ce village, avait bien trop bien appris à se taire. Ce soir-là, en reprenant son tricot dans le salon de Mrs. Tarrant, Miss Marple resta longtemps silencieuse. Elle ne parlait pas encore. Pas tout à fait. Mais la trame lui apparaissait peu à peu. Ce n'était pas une dispute qui avait coûté la vie à Eleanor. Pas une impulsion, ni une jalousie passagère. C'était un secret, ancien, enfoui sous des couches de convenance et de respectabilité. Un secret cousu, comme cette boutonnière, avec du fil qui ne convenait pas. Une vérité rapiécée, mal cachée. Eleanor l'avait peut-être découvert. Peut-être voulait-elle parler, partir, se libérer. Et quelqu'un, dans cette maison ou ce village, ne pouvait le permettre. Miss Marple regarda l'horloge. Il était encore trop tôt. Mais bientôt, elle poserait les bonnes questions. Et cette fois, elle tirerait le fil jusqu'au bout. Le salon de Mrs. Tarrant, avec ses tapis feutrés, ses coussins brodés et ses rideaux aux couleurs de thé fané, avait cette chaleur discrète des intérieurs bien tenus, où l'on parle bas pour ne pas déranger les horloges. Ce jour-là, Miss Marple y avait convié quelques invités soigneusement choisis. Mrs. Catriona Dane, Thomas Cleave, Mrs. Priddy et M. Jevons, le jardinier, que l'on avait rarement vu assis à une table. La nappe était repassée avec soin, les tasses de porcelaine fleurie alignées avec rigueur, et les sablés encore tièdes. Madame Tarrant, dans un silence respectueux, avait tout préparé selon les anciennes traditions. Thé de Darjeeling, cuillère d'argent, sucre dans une bonbonnière en cristal. Les regards s'échangeaient, évitaient, se heurtaient parfois dans un éclair fugace. Mrs. Dane tenait sa tasse comme un talisman. M. Jevons semblait ne rien oser toucher. Thomas tripotait nerveusement sa serviette, et Mrs. Priddy regardait partout sauf les visages. Miss Marple, paisiblement assise, parlait peu. Elle versait le thé, distribuait les biscuits, commentait le temps, plus doux qu'en avril vraiment, tout en observant. Car c'était là l'essence d'un bon thé. On y dévoile davantage par les silences que par les mots. Et justement, ce silence-là était sur le point de se rompre. Il y a des choses que seuls les rideaux savent, dit Miss Marple en posant sa tasse. Une phrase qui fit sourire Madame Tarrant, mais pas les autres. Calmement, elle énuméra les petits détails, avec la douceur d'une dentelière revenant sur une broderie imparfaite. Le manteau, d'abord, soigneusement déposé, comme par une main qui voulait que l'on croie à un départ précipité. La boutonnière, ensuite, rapiécée à la hâte avec un fil étranger à la maison Dane. Un fil que tenait un homme peu habitué aux travaux fins, et encore moins à mentir. Puis le rideau, ce crochet tordu, ses plis mal rangés, comme si quelqu'un avait voulu voir sans être vu. Dans cette maison si ordonnée, ce désordre ne pouvait être accidentel. Thomas fronça les sourcils.
Mrs. Dane, elle, ne bronchait pas. Une mise en scène, poursuivit Miss Marple. Et comme toutes les mises en scène, elle a ses maladresses. Elle regarda tour à tour chacun d'eux. Et dans ce silence suspendu, même la pendule sembla retenir son tic-tac. Car les faits, une fois réunis, n'avaient plus besoin de cris. Ils étaient là, comme un motif lentement cousu, point après point, dans l'ombre d'une maison bien trop tranquille. Et ce motif, désormais visible, avait la forme d'une jalousie ancienne. Le mot, lorsqu'il sortit des lèvres de Miss Marple, n'était ni accusateur ni cruel. Il était énoncé comme une évidence. Possession. Elle ne fixait personne en particulier, mais chacun sentit que c'était à Madame Dane qu'elle s'adressait. Quand on a vécu seul, pendant des années, avec pour seule compagnie une nièce timide, douce et dépendante, on s'attache. Parfois trop. Madame Dane pinça les lèvres, comme pour retenir quelque chose. Éléanore voulait partir. Londres, une école, une vie nouvelle. Et pour certaines personnes, cela représente non pas une chance, mais une trahison. Le silence se fit plus pesant. Thomas hocha imperceptiblement la tête. Il avait essayé lui aussi de comprendre. Trop tard. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ce genre de jalousie, poursuivit Miss Marple. Dans mon village, autrefois, une femme avait privé sa propre sœur d'un mariage par simple peur de la solitude. On appelle cela amour. Mais c'est un amour qui serre, qui étrangle. Madame Dane ferme les yeux, juste une seconde. Elle ne pleurait pas, mais sa main tremblait. N'était pas la colère qui avait tué Éléanore, mais la peur de la perdre. Ce fut Madame Priddy qui brisa la tension. Elle remua sur sa chaise, tira un mouchoir jauni de sa manche et dit d'une voix cassée. Ce cri que tout le monde a entendu, c'était moi. On se retourna vers elle. Même M. Jevons releva la tête. Madame Dane m'a demandé de le faire, ajouta-t-elle précipitamment. Pas méchamment, non. Elle m'a dit que ça ferait peur à Éléanore, qu'elle resterait ici si elle se sentait menacée. Sa voix se brisa. Je n'ai pas compris. Je croyais que c'était pour la protéger. Elle disait qu'Éléanore se laissait influencer par ce fiancé, que c'était un garçon instable. Elle m'a dit que je pouvais aider. Le mouchoir ne suffisit pas à contenir les larmes qui vinrent alors. Des larmes épaisses, anciennes, comme si elles avaient attendu des années pour couler. Je n'ai jamais voulu, je ne savais pas. Miss Marple la regarda longuement, puis dit doucement. C'est ainsi que les choses arrivent. Par des gestes minuscules, des idées faussées. Une voix dans la nuit peut changer un destin. Madame Priddy secoua la tête, le regard vide. Elle ne reverrait plus jamais ses bavardages avec la même légèreté. Et dans le silence qui suivit, même le tintement des cuillères semblait demander pardon. Le thé refroidissait doucement. Oublié dans les tasses, personne ne mangeait plus les sablés. Le sucre fondait lentement au fond des cuillères, comme le masque de convenance sur le visage de Madame Dane. Elle ne protesta pas, ne se défendit pas, ne chercha pas d'excuses. Elle regardait simplement sa tasse, les lèvres entr'ouvertes, et un souffle fragile émanait d'elle, comme une maison qu'on vient d'aérer après des années de silence. Miss Marple ne montra ni triomphe, ni dureté. Elle tricotait, un rang après l'autre, comme si de rien n'était. Un rang de plus, et puis un autre. Dans ce salon feutré, on n'éleva pas la voix. Personne ne fut arrêté. Mais chacun savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Le crime, au fond, avait été commis bien avant la nuit du drame. Il était né de la solitude, du besoin désespéré de retenir ce qui s'éloignait. Et dans ce silence lourd, partagé autour de quelques miettes de gâteau, chacun sentit que le plus grand châtiment n'était pas judiciaire, mais humain. Miss Marple releva les yeux et dit simplement « Il est temps de rentrer, je crois. Les rosiers doivent avoir soif. » Et tout le monde comprit qu'elle en avait dit assez. Il y a dans certains meubles anciens une volonté propre, une manière d'opposer résistance comme s'ils avaient, eux aussi, leur secret à préserver. Le secrétaire d'Éléanore, un joli meuble à rouleaux hérité de son grand-père, en faisait partie. Madame Tarrant,
armé de sa patience ménagère et d'un chiffon à la lavande, tentait de le vider méthodiquement. Tout allait bon train jusqu'à ce petit tiroir du bas, qui refusa obstinément de s'ouvrir. Il fallut une fine lame, un soupçon d'acharnement et beaucoup de prudence pour en venir à bout. À l'intérieur, bien pliée, se trouvait une enveloppe crème, non timbrée, sans adresse visible, mais d'une netteté étrange, comme si elle avait été rangée là en dernier recours. Miss Marple s'approcha. Elle tendit la main sans précipitation, effleura le papier. Il était épais, lisse, choisi avec soin. Le rabat n'était même pas scellé. Elle l'ouvrit, lentement. Le silence dans la pièce était si dense qu'on entendait presque le froissement du papier comme un soupir. Et dans ce soupir, une voix surgissait du passé, prête à raconter ce que personne n'avait voulu entendre. Les lettres n'ont pas d'odeur, mais celle-ci semblait porter une fragrance de pluie fraîche et de lilas du soir. Miss Marple la lut à mi-voix, son ton neutre préservant la pudeur des sentiments. « Madame, je souhaiterais savoir si votre agence recrute encore des assistantes pour des familles londoniennes. Je suis disposé à commencer rapidement, à tout poste convenable. Je sais coudre, tenir une maison, et j'apprends vite. Mon nom est Eleanor Dane. Merci de garder cette demande discrète, car je n'en ai parlé à personne ici. » Aucun mot de colère, pas de plainte, pas même une trace de révolte. Juste une ligne droite, tendue vers l'avenir. Une écriture fine, régulière, disciplinée. Comme si Eleanor avait cousu chaque mot avec la même application que ses ourlets du dimanche. « Je souhaite simplement vivre autrement », terminait-elle. Ce n'était pas un cri, ni un appel. Plutôt une note tenue dans le silence, une vibration discrète, obstinée. Madame Tarrant, qui avait lu par-dessus l'épaule de Miss Marple, porta la main à sa bouche. Oui, Eleanor avait choisi ces mots comme on choisit un sentier entre deux haies de roses. Humblement, mais avec une résolution qu'aucun jardin clos ne saurait retenir. Et cette lettre, si soigneusement dissimulée, n'était autre que la clé d'une prison trop longtemps ignorée. Lorsque Madame Dane lut la lettre à son tour, ses yeux ne clignèrent pas. Son regard resta figé, droit devant elle, comme si elle observait quelque chose que seule elle pouvait voir. « Elle aurait pu me le dire, » murmura-t-elle. Mais sa voix n'exprimait ni surprise, ni indignation. Elle sonnait vide, comme les coquilles abandonnées au bord d'un sentier. Une voix qui savait, une voix qui regrettait. Miss Marple, de son côté, n'avait pas besoin de commenter. Elle connaissait ce silence-là. Celui des personnes qui ont entendu autrefois, mais n'ont pas voulu écouter. Elle a parlé, dit-elle doucement, mais autrement, par des silences prolongés au petit déjeuner, par des absences plus longues que prévues lors des promenades, par la délicatesse avec laquelle elle repassait un col ou évitait un regard. Il existe 1000 façons de crier, et toutes ne passent pas par la voix. Madame Dane serre la lettre contre sa poitrine, pas comme une preuve, plutôt comme un dernier fragment de ce qu'elle avait tenté de retenir. Et dans cette pièce calme, baignée de lumière douce, on comprit que la vraie tragédie n'avait pas été la mort, mais l'impossibilité de se comprendre. Plus tard, chez Mrs. Tarrant, Miss Marple prit une tasse de thé, seule cette fois. Le silence du salon avait la texture d'un dimanche après-midi, celui où les cloches ne sonnent plus et où les pensées prennent leur temps. Elle posa sa main sur un apron, légèrement froissé, mal repassé, un coin rebique presque rebelle. Un détail domestique que seule une femme d'un certain âge remarquerait. Et dans ce petit défaut de toile, elle vit tout un monde. Les gestes répétés sans fin, les mots tus, les concessions faites au nom de la paix familiale. Les choses qu'on garde pour soi, par habitude ou par crainte. Combien de femmes comme Eleanor avaient cousu leurs rêves entre deux lessives? Combien de lettres rangées dans des tiroirs, jamais envoyées? Miss Marple soupira, le regard perdu dans les plis d'un linge ordinaire. Et elle se dit que parfois, c'était le silence qui criait le plus fort. Et si ce cri, celui qui avait traversé la pluie cette nuit-là, n'avait pas été un appel au secours, mais autre chose. Un dernier éclat, une déclaration. Non pas de détresse, mais de liberté. Un cri jeté vers le ciel comme on brise une vitre,
non pour appeler, mais pour sortir. Miss Marple joignit les mains. Elle me dit rien. Elle savait que certaines réponses n'étaient pas faites pour être prononcées. Au village, on parlerait longtemps de cette affaire. Mais elle garderait pour elle ce pressentiment discret, que peut-être, Eleanor n'était pas morte en victime, mais en femme libre. Le vent s'est levé sur Sainte, Mildred's Bay, emportant avec lui les derniers échos d'un cri que plus personne n'osera commenter. La vérité, comme souvent, ne résidait ni dans les mots échangés, ni dans les gestes violents, mais dans ce que l'on tait par habitude, par loyauté ou par peur. Miss Marple, dites-moi, est-il pire de perdre un être cher ou de l'empêcher de partir? Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, commenter, partager ou vous abonner. Merci de votre écoute.